Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Madame, messieurs, bonsoir. Merci Coralie pour ce lancement. Et oui, ce soir, on a l'émission Face à elle, l'émission politique, comme vous venez de le dire. Et sans mes acolytes Pierre Cardot et Françoise Nou, que je salue d'ailleurs au passage, ce soir on reçoit Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, vice-présidente de la CA2RS. Bonsoir madame. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'actualité nationale, nous allons parler de l'agglomération et nous allons enfin finir sur ce qui vous tient le plus à cœur, je pense, Chanteloup-les-Vignes. Alors comme vous le savez, l'émission commence toujours par un coup de cœur, un coup de gueule. Avez-vous pensé à votre coup de cœur ? Alors je commence par le coup de cœur. Le coup de cœur, ça va paraître loin de Chanteloup, mais en fait, c'en est tout près. Vous savez que je suis très attachée à l'enfant et sa culture. Et j'ai entendu récemment que la vidéo la plus téléchargée en France actuellement, c'est la vidéo de la musique Pierre et le Loup. Alors, Pierre et le Loup, ça n'est pas seulement Prokofiev, c'est maintenant aussi Chanteloup. Puisque c'est le nom de la nouvelle crèche. On va revenir dans la troisième partie de l'émission sur l'affaire Bébulou avec toutes ses répercussions pour la ville de Chanteloup notamment, mais ses répercussions globales sur le territoire. Mais avant ça, vous êtes aussi médecin, parce qu'on parle beaucoup du côté politique, mais vous êtes médecin à Carrière, je crois. Médecin généraliste à Carrière, oui. Depuis combien de temps ? Depuis 25 ans. Votre engagement politique date depuis quand ? Je me suis présentée une première fois à la députation avant Pierre Cardot, contre Michel Rocard. Et puis, sinon, Pierre est venu me chercher lorsque j'ai habité Chanteloup il y a maintenant 15 ans. Donc ça fait 15 ans que vous faites de la politique ? À peu près. De la politique locale. Je ne sais pas si c'est ça à faire de la politique. Vous êtes aussi suppléante, je crois, d'Arnaud Richard. Je suis suppléante d'Arnaud Richard, oui. La prochaine fois, ce sera du national, vraisemblablement. Allez, on va parler sur le national et la crise ukrainienne. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Beaucoup de tristesse. Parce que je ne veux pas savoir le fond des choses, enfin je ne veux pas en parler. Il y a quand même une population qui depuis 2, 3, 4 mois rêve de liberté, tient malgré tout, vivait naturellement dans la pauvreté et s'est imposé une pauvreté encore plus grande, un risque encore plus grand pour une liberté. Et pour la liberté de l'Europe, alors même si c'est pas complètement ça, c'est assez enthousiasmant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, alors qu'on est, nous, plutôt confrontés à des petits problèmes. Le président ukrainien a été élu démocratiquement, puisque on est passé par les urnes, il a gagné de peu, mais il a gagné. Est-ce que le rôle de l'Europe et de l'Occident aujourd'hui est de soutenir en permanence des révolutions plus ou moins organisées d'un certain nombre de pays occidentaux ? Alors l'Europe, c'est peut-être pas de soutenir des révolutions, mais c'est de faire comprendre que la démocratie, ça ne s'arrête pas au jour du vote. Que la démocratie, ça doit se partager après, et ça n'a pas l'air d'être terriblement partagé. Est-ce que l'épreuve de force doit déstabiliser une démocratie ? Tout le problème de la révolution, que serions-nous s'il n'y avait pas eu 1789 ? Nous ne sommes pas dans le même cas de figure en Ukraine. Pas du tout, non. Et on sait que derrière l'Ukraine, il y a aussi une volonté très claire des États-Unis et de l'Occident de déstabiliser la Russie. Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe en Syrie, on a vu ce qui se passe en Libye, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Et puis tous ces pays déstabilisés, on s'approche de plus en plus de l'Europe. C'est pas inquiétant ? Alors c'est inquiétant, puis le seul problème, c'est quel est le risque le plus grand ? Le risque d'une répression terrible et que ce gouvernement reste avec son pouvoir loin d'être démocratique, ou le risque effectivement que la révolution prenne le pas et qu'à ce moment-là, l'ouverture soit à tous les risques, je ne sais pas, mais moi je vois des gens quand même qui y croient, qui ne sont pas tous manipulés. On voit bien votre côté humain là-dessus, même si sur le fond politique, on sait que c'est bien plus complexe et qu'il y a d'autres tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment en permanence pour déstabiliser notamment l'Ukraine. Le pacte de responsabilité. Là, on va parler sur du national, le pacte de responsabilité de François Hollande. On parle de 50 milliards, donc 30 milliards de baisse de charges pour les entreprises. Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où il faut continuer à baisser les charges sans véritablement de contrepartie en matière d'emploi ? Le président du MEDEF a été très clair. Il a dit, en gros, on verra s'il y aura des contreparties, mais ce n'est pas notre volonté. Alors, le pacte de responsabilité, c'est un petit bout, un des outils de la boîte à outils. C'était déjà un petit peu déstabilisant de voir que les outils sortent les uns derrière les autres. Quand la clé de 12 n'a pas marché, on sort la clé de 13. Et moi, c'est pas ça une politique visionnaire. Pour ce qui est du pacte de responsabilité, on sait très bien que quand on tient une entreprise, on est très souvent en difficulté quand il y a des charges avec le lot de salariés que nous avons, mais avant
avant de pouvoir aller mieux, il faut aussi pouvoir partir à la conquête de marché. Et c'est pas vous embaucher d'abord et vous bénéficier de réduction de charges après. C'est la réduction des charges vous permet de devenir plus compétitif. Par là même, vous avez créé des richesses et vous pouvez les redistribuer en embauchant. Est-ce que c'est pas inquiétant pour les gens de droite comme vous que ce soit Gattaz qui soit le premier opposant du gouvernement? C'est pas très satisfaisant, ça, on est d'accord. Mais c'est pas la première fois que je dirais que nous n'avons pas l'opposition de droite que nous méritons. Alors, est-ce que c'est le rôle d'un chef, du patron des patrons, de s'opposer au gouvernement sur des questions de société? Sur des questions de société, non. Sur des questions d'efficacité et de l'entreprise, oui, c'est son rôle. Après, il a besoin d'un peu étayer son discours, un petit peu le rendre un peu plus sérieux et plus définitif, parce qu'on ne change pas d'avis et de propos un jour sur deux. La crédibilité de la parole politique est extrêmement engagée ces dernières années, ces derniers mois notamment dans notre pays, et on voit une montée du Front National très, très nette. Quel est votre regard, vous qui avez combattu le Front National, notamment à Chanteloup? C'est insupportable. C'est insupportable, mais ça montre quand même une désespérance. Alors c'est insupportable parce que ça montre bien que les politiques ne sont plus à la hauteur de l'attente des habitants. Ça reste insupportable parce que ça montre l'évolution de notre société. Elle ne choisit plus, lorsqu'il y a un problème, elle ne choisit plus. Elle délaisse ou elle est attirée vers des extrêmes. Est-ce que la volonté d'un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques de rester quitte que coûte à la tête de l'institution publique n'est pas une des conséquences de la montée du Front National? Mais bien sûr. La multitude des affaires également. Oui, la multitude des faits médiatiques, dont certains sont des affaires réelles, d'autres des affaires qui démarrent et qui n'auront pas de suite. Je vois où vous voulez en venir, on en parlera, je vous le promets, sur la troisième partie de l'émission. Toujours sur la montée du Front National, on a vu Marine Le Pen dire très clairement à un certain nombre de ses leaders que la préférence nationale est illégale et qu'il ne faut pas la mettre en avant, notamment dans les affiches. Est-ce qu'on n'assiste pas à une droitisation du Front National et non plus une extrême droitisation? Eh bien, pour trouver des électeurs nouveaux, il faut savoir se refaire un décor, des fioritures. Est-ce que les électeurs seront dupes? Il n'y a pas de débat dans le fond. Là, on est en train de travailler la forme. Marine Le Pen est en train de travailler la forme. Qu'est-ce que restera le fond? À mon avis, le même. Le Front National va être l'arbitre dans un certain nombre de villes, et notamment de grandes villes françaises. On pense à Paris qui risque de ne pas basculer parce qu'on aura un Front National qui fera certainement plus de 10% et qui sera au second tour. Quelque part, le Parti Socialiste ne vous piège pas dans cette histoire? Ah ben complètement. Complètement. Je pense que c'est même son but. C'est dramatique parce que je pense que certains leaders de la droite traditionnelle vont sans doute se laisser séduire et que d'autre part, on n'aura pas abouti à ce qu'on veut, c'est-à-dire changer de type de politique, la politique qui nous est imposée depuis quelques mois. On va parler sur l'agglo. Alors, en 2015, la réforme sera en place. Les agglos devront être à plus de 200 000 habitants. Vous orientez vers quelles alliances? Alors naturellement, nous le savons, on regarde d'abord Poissy à Cher-Conflans. Pratiquement le bassin de vie, rien que de très logique. Quoique passer de 90 000 à 180 000 habitants, ça ne va pas être aussi simple que ça. Alors après, naturellement, nos yeux se porteront où? Vers l'ouest. Vous pensez à quoi, l'ouest? Quel secteur géographique? L'ouest de la CA2RS, c'est ce qui touche immédiatement Verneuil, c'est-à-dire la communauté d'agglos des Mureaux. Alors je ne dis pas ce que je souhaite, je dis ce qui va être le regard naturel de tous. Quel est votre souhait? Mon souhait, c'est que les choses se fassent intelligemment. Je crois qu'il d'abord se marier avec la Poissy à Cher-Conflans va être un exercice qui va être difficile. Nous sortons juste de notre gestation de communauté d'agglomération. Nous avons appris à travailler ensemble. Nous avons donné une certaine logique à ce territoire, une certaine vision à ce territoire. Fatalement, nous serons accolés à trois villes qui ont des ambitions et qui sont de nature différente. Il va falloir apprendre à travailler ensemble. Il va falloir refaire un projet commun de deux projets qui sont très séparés. Alors, est-ce qu'on va être capable, en très peu de temps, de faire d'un projet commun de trois projets séparés? Je ne suis pas sûre.
Mais je pense qu'on nous l'imposera. Avec cette configuration et avec les sondages des prochaines élections, notamment à Poissy, la majorité risque de ne pas changer. Par contre, si on venait un peu plus vers l'ouest, comme vous le dites, notamment si vous intégrez les Mureaux et tout le bassin des Mureaux, la majorité risque de ne pas être de droite. C'est ce qui vous freine dans la deuxième réflexion? Ah, pas du tout. Et non, pas du tout. Je pense qu'un projet de territoire, ça va au-delà des clivages politiques. Notre communauté d'agglomération n'a pas que des maires de droite, que je sache. Est-ce que ça l'a empêché d'avoir un projet commun? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Après, politiquement, ça va être un peu plus compliqué. L'introduction de conseillers d'opposition va faire des alliances quelquefois contre nature dans des projets d'agglomération. Après, le projet d'agglomération de Poissy à Cher-Conflans, effectivement, son équilibre, même si certaines villes vont changer, son équilibre général ne sera pas remis en cause. Selon les sondages, hein, bien entendu. Selon les sondages, oui. Et l'ambiance que je sens à Poissy. Alors, un certain nombre de projets de l'agglo, puisqu'on on parle de l'agglo, sont actuellement freinés par des multiples recours. Quel est votre sentiment sur le sujet? Je pense notamment l'avis du commissaire, le port, les centres, tout le bloc carrière avec les différentes évolutions. On a un certain nombre de recours qui empêchent aujourd'hui les projets d'avancer, vos projets d'avancer. Ça, oui, ça freine les projets. Ça ne veut pas dire que ça les a arrêtés. Ça me paraît assez normal. C'était quand même des grandes restructurations. C'était un peu de la révolution sur ce territoire. Alors ça a été fait peut-être à marche forcée, peut-être, mais c'est aussi comme ça. Peut-être qu'on fait de la politique. En attendant, les esprits n'avaient pas mûri complètement et que des riverains se manifestent. Ben, enfin, c'est ça la démocratie. Après, je pense que la centralité, le port, c'est une évolution qui va arriver, qui sont nécessaires pour le territoire. Il faut quelquefois plus convaincre que de partir à la bataille en étant persuadé d'avoir raison. Je pense que ça a été un petit peu une erreur, mais je suis convaincu que la centralité, elle existera de toute façon et qu'elle tirera le territoire de la ville. Vous êtes vice-présidente de la politique de la ville, de mémoire. Et de la cohésion sociale. Et de la cohésion sociale, ce qui n'est pas la même chose, mais qui sont extrêmement proches. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce qu'il faut mettre en place dans les années à venir dans l'agglo, une agglo élargie, avec des problématiques qui vont être différentes, avec une population qui est intégrée, qui sera aussi différente de la population qu'on a aujourd'hui, puisque vous avez quand même une population très très mixte. Demain, vous allez intégrer, vous le dites vous-même, probablement Conflans, Achères, Poissy. C'est certes bien plus que la population de l'agglo aujourd'hui. Comment vous allez pouvoir gérer tout cela ? Dans le domaine de la cohésion sociale, ça va être un vrai chantier. Dans le domaine de la politique de la ville, il va falloir enfin penser la solidarité. Que nous restions agglo, et ça ne va pas être le cas, ou que nous nous accrochions au PAC, il va falloir enfin penser la solidarité. Il y a quand même quelques poches de vraie désespérance sur ces territoires. Il y a quelques lieux avec des habitants en difficulté. Il va falloir comprendre que la solidarité, ça sert à tous. Ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore mûr dans les esprits. La cohésion sociale, qui est autre chose, c'est le travail sur l'ensemble des populations, sur l'emploi, sur la prévention de la délinquance, à des niveaux différents, et comment mettre à des niveaux différents, avec des besoins différents, des solutions qui seront des solutions différentes. Je ne pense pas que ce soit impossible, mais je pense que notre premier devoir, et ça c'est pas une loi qui peut absolument l'imposer, notre premier devoir, ça va être un devoir de solidarité entre nous. Chanteloup, parce qu'on va revenir un peu sur Chanteloup. Chanteloup, hier on a reçu votre opposant, et Chanteloup globalement composé de 50% d'habitants des quartiers et de 50% d'habitants du centre-ville. Je schématise. Alors, oui, vous schématisez. Je sais que vous allez me dire qu'il y a un troisième aspect. Non, pas du tout. Juste en schématisant, comment Chanteloup va tirer son épingle du jeu dans l'agglo de demain, puisque quelque part, vous resterez une ville qui sera en politique de la ville, avec toutes les difficultés que ça a en matière dans les quartiers. Est-ce que, en intégrant une agglo plus grande, donc plus riche, plus de moyens, Chanteloup va en tirer profit? Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est un vrai sujet à double titre. Il faut que Chanteloup a fait sa place dans l'agglo. Chanteloup a montré ses difficultés et ses compétences, son savoir-faire, son expérimentation qu'elle a élargie au territoire. Elle est reconnue comme telle. Pas seulement Chanteloup, jusqu'à présent, est reconnue comme telle. Son maire, vice-présidente à l'emploi et à la cohésion sociale, est reconnue comme telle. Et ça va être un vrai enjeu. Il va falloir que Chanteloup, dont le regard des autres villes a changé.
Le territoire a changé et les villes s'en aperçoivent, les villes voisines s'en aperçoivent. Et on n'est plus le vilain petit canard. On s'aperçoit aussi de ce que ce territoire a été bien et a fait changer. Mais au-delà de ça, il faut une certaine volonté, une certaine dynamique pour continuer à faire peser de tout son